Alors, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue et merci d'être présents et de participer à une nouvelle conférence organisée par l'association Actin Juris. Avant de commencer, j'aimerais rappeler quelques petites précisions. Vérifiez que vos micros sont bien éteints au cas où et vous pourrez poser toutes vos questions aux intervenants à la fin de leur intervention et la conférence durera environ 1h30. Pour ceux qui ne connaissent pas l'association, Actin Juris est une association étudiante dirigée par une équipe de juristes de l'Université de Bordeaux. Nous organisons régulièrement des conférences autour de différentes thématiques juridiques qui sont bien souvent étroitement liées à l'actualité. Et ces conférences ont pour but d'en apprendre davantage sur les sujets évoqués, mais aussi de permettre aux étudiants d'échanger avec des professionnels et de rencontrer des professionnels. Et en temps normal, nous organisons aussi des ateliers afin que les étudiants puissent découvrir l'étendue des possibilités professionnelles qui s'offrent à eux. Et ce soir, nous allons aborder le thème du cyberharcèlement. Nous avons choisi ce thème parce qu'Internet fait partie de la vie de chacun. C'est un outil aussi utile qu'il peut être nuisible, selon la manière dont on l'utilise et selon les intentions de celui qui l'utilise. C'est aussi un thème qui se rapporte à l'actualité, notamment parce que depuis le premier confinement en mars dernier, on a pu constater une augmentation du cyberharcèlement. L'association e-enfance relève, par exemple, sur sa plateforme une augmentation de 30% du nombre de cas de cyberharcèlement dans le milieu scolaire. Et il en a été déduit que ceci est étroitement lié à l'interdiction de sortir. Il y a eu une transposition des fréquentations, des relations et même des altercations du monde physique vers l'univers digital. Et cette conférence a pour but de comprendre la transposition du droit, de nos droits, à l'objet dématérialisé qu'est Internet et de découvrir et de comprendre surtout comment le cyberharcèlement a été reconnu comme étant une infraction, comment il est désormais envisagé par le droit. Il sera également d'ordre de discuter des sanctions rattachées au cyberharcèlement afin de constater si la protection de nos droits sur Internet est véritablement effective. Donc, la conférence se déroulera en deux parties évidentes. D'une part, la reconnaissance de l'infraction et d'autre part, les sanctions rattachées à cette dernière. Et pour répondre à nos questions, nous avons parmi nous trois intervenants qui sont prêts à nous éclairer sur le sujet. Nous avons Maître Romain Darrière, Maître Christiane Ferral-Schul et Madame Myriam Kemener, que nous allons laisser se présenter plus amplement dans un instant. Et avant de poursuivre, j'aimerais vous rappeler de ne pas oublier de poser vos questions via le chat à la fin de leur intervention. Et je laisse désormais la parole aux intervenants. Donc, je suis avocat général à la Cour d'appel sur le numérique depuis une vingtaine d'années, et ce qui m'a permis, bien évidemment, de souvent échanger. Effectivement. Ça coupe beaucoup. Bon, le temps que Myriam se connecte, je propose de… Je laisse la parole et puis après, je fais des conférences quasiment tous les jours en Zoom et ça fonctionne très Bon. bien. Bon, je te laisse la parole. Alors, Christiane Ferral-Schul, avocate, je m'intéresse aux questions de, à l'origine informatique et ça a évolué vers tout ce qui est Internet au travers de ces 30 dernières années. Donc, le cyberharcèlement est arrivé avec le déploiement de l'Internet. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai été présidente du Conseil national des barreaux, qui est l'institution représentative des 70 000 avocats, et que le cyberharcèlement a fait l'objet d'un travail important auprès des jeunes, puisque dans le cadre du CNB, nous avons créé la journée du droit avec les jeunes collégiens. Et donc, le 4 octobre chaque année, les avocats, et la dernière fois, il y en avait 1500, se déplacent dans les collèges pour évoquer le cyberharcèlement. Donc, ça a été un sujet récurrent et c'est une vraie réalité pour expliquer aux jeunes
à la fois les dangers et les solutions susceptibles d'être mises en œuvre. Très bien, merci. Maître Darrière? Oui, bonsoir à tous. Madame Le Bâtonnier, bonsoir. Donc moi, je suis avocat au barreau de Paris depuis une dizaine d'années. J'exerce exclusivement en matière de droit de l'Internet, de la communication et des nouvelles technologies. Et donc, j'ai eu la chance, je ne sais pas, mais en tout cas l'occasion de traiter un certain nombre de dossiers liés au cyberharcèlement, raison pour laquelle peut-être je suis avec vous ce soir et peut-être que donc, je pourrais vous faire part de mon expérience parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le plan juridique et beaucoup de choses à améliorer également. Et donc, j'espère que les échanges seront constructifs. Voilà. Eh bien, merci. Donc, dans un premier temps, nous allons délimiter le cyberharcèlement et voir comment il est apparu. Et nous verrons après certains cas appliqués. Alors, quelques avant-propos. De façon générale, nous savons déjà plus ou moins reconnaître les faits de harcèlement. C'est la répétition de propos et de comportements qui cherchent à dégrader les conditions de vie de la victime. C'est une violence répétée qui peut être autant verbale que physique ou psychologique. Mais dans le cadre du développement d'Internet est apparue la notion de cyberharcèlement. Et dans la même idée, c'est du harcèlement, mais à travers les canaux numériques. Donc, afin d'avoir une définition plus précise du sujet, nous allons nous tourner vers nos intervenants. Pourriez-vous nous définir le harcèlement et dresser un rapide historique de son évolution face au développement d'Internet et nous faire part en même temps de vos impressions personnelles sur le sujet en tant qu'avocat et magistrat? Bien. Oui, je vous entends. Eh bien, alors, donc, du coup, on va laisser Myriam parler. Myriam? C'est bon là? Oui. Oui, c'est Donc, bon, je vous entends. tout d'abord, une définition du cyberharcèlement qu'on nomme cyberbullying en anglais. Hein, ça correspond au harcèlement en ligne. Et on le retrouve en particulier via les SMS et les réseaux sociaux. Et donc, ça fait suite, le législateur a pris en compte ce mode de dérive, je dirais, du numérique pour réprimer en fait les raids numériques qui correspondent à des attaques coordonnées simultanées de plusieurs individus qui unissent leurs forces pour harceler en ligne une personne désignée. Et donc, en fait, ce phénomène est apparu très clairement dans le milieu scolaire, ce qui a donné lieu récemment, enfin pas plus tard qu'aujourd'hui d'ailleurs, un parlementaire a proposé un texte pour réprimer spécifiquement le harcèlement scolaire. Alors qu'en fait, on a véritablement un arsenal tout à fait complet avec l'article 222-33-2-2 du Code pénal qui donc il y a eu une extension en fait du délit de harcèlement moral. Je vais peut-être prendre le relais. Donc, vous savez que le cyberharcèlement, enfin le harcèlement a toujours existé. Hein, nous l'avons connu dans les cours de récréation, cela existait déjà. Simplement, mais vous l'avez très bien dit, avec l'Internet, ça a pris une ampleur différente et ça peut toucher tout le monde, toutes catégories confondues, les enfants comme les adultes, les employés, les employeurs. Ça va concerner les hommes politiques, les femmes politiques, on l'a vu. Ça concerne chaque personne dans sa sphère professionnelle comme dans sa sphère privée. Et ça peut concerner tous les sujets. Nous avons les opinions religieuses, ça peut être de nature sexuelle, ça peut être tout ce qui est en lien avec l'origine ethnique, handicap, tout le monde est concerné sur tous les sujets. Donc, on est passé du harcèlement, parce que malheureusement, ce sont des choses qui ont toujours existé, au cyberharcèlement, avec cette particularité sur l'Internet, qui est que il y a l'amplification, la résonance au niveau de la planète, et puis il y a la mémoire d'éléphant qui fait que tout cela est très, très
ancrées dans le réseau, et même quand on peut avoir l'impression que ça disparaît, ça ne disparaît pas. Donc, le cyberharcèlement, c'est cette volonté de porter atteinte à la personne, de dégrader les conditions de vie. Et tout cela a pris une ampleur particulière très récemment avec le confinement. Alors, vous le savez, le cyberharcèlement, souvent, il est anonyme. On va se cacher derrière des pseudos. Il est décuplé, bien sûr, par cette force de l'Internet. Et là où on avait un petit avantage hors de l'univers virtuel, qui était qu'au moins, quand on quittait la sphère professionnelle pour passer à la sphère privée, au moins ça s'arrêtait. En particulier pour les enfants, il pouvait y avoir du harcèlement dans la cour de récréation, mais quand ils rentraient, ils étaient protégés dans la sphère familiale. Ce n'est plus le cas. Donc des chiffres, quelques chiffres quand même pour illustrer, vous en avez donné, je vais en donner également, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, ça touche principalement les jeunes. Un tiers des utilisateurs d'Internet dans le monde à moins de 18 ans. C'est un élément important en termes de prise de conscience, ou plutôt d'absence de prise de conscience. Vous avez en France 75% des 12-17 ans qui sont inscrits sur un réseau social. Vous avez plus de 50% des adolescents qui disent avoir fait l'objet de moqueries sur Internet, et plus de 40% qui ont déjà été harcelés moralement, alors que ce soit Instagram, Facebook, Snapchat, WhatsApp, Twitter, peu importe, on a une avalanche. Et je peux vous dire qu'en tant que politique professionnelle, puisque j'ai fait de la politique professionnelle, on peut très vite avoir des trolls, et on voit bien la machine qui se met en route. Il n'y a pas de débat, il y a réellement du harcèlement lorsque il y a une vraie volonté de nuire et de prendre une position et de stigmatiser une personne. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que selon un sondage qui a été réalisé par l'UNICEF en 2019 auprès d'adolescents de 30 pays, un jeune sur 3 déclare avoir été victime de cyberharcèlement. Alors, je vous évoquais tout à l'heure cette journée du droit. Cette journée du droit est importante parce que donc j'ai moi-même été dans des classes, on avait choisi comme âge la 5e. Pourquoi la 5e? Parce que on a considéré que c'était un âge de prise de conscience et où ils ne savent pas nécessairement comment se défendre quand ils font l'objet de harcèlement. Ce n'est pas qu'ils savent mieux le faire après ou avant, mais en tous les cas, on a ciblé cet âge-là. Et je peux vous dire que dans chacune des classes, quel que soit le point d'entrée dans la discussion, ça a toujours permis de révéler un cas de cyberharcèlement. Et la dernière fois, c'était dans un collège agricole. C'était au détour d'une phrase, une gamine qui, avec beaucoup de courage, a expliqué que quand elle faisait du sport, comme elle était assez boulotte, eh bien, il y avait des photos qui étaient prises par ses camarades de classe et qui immédiatement étaient diffusées. Et le directeur de l'école qui était à côté de moi a rappelé que c'est interdit par le règlement de l'école, par une circulaire ministérielle. Eh bien, néanmoins, et il a pu constater, parce qu'il y a eu un éclat de rire général, que tous les gamins jouaient à ce petit jeu. Et cette gamine, finalement, comme d'autres, subissait cette situation de cyberharcèlement. Donc, pour conclure simplement là-dessus, l'augmentation des cyberviolences va de pair avec l'augmentation de l'utilisation des réseaux sociaux. Je pense que ça, c'est assez évident. Et qu'aujourd'hui, les parents ne voient pas, n'entendent pas, ne mesurent pas
l'absence de rupture qu'il peut y avoir entre ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur. Et quand je dis que le cyberharcèlement et même le danger est entré dans la chambre des enfants, on mesure, ça veut véritablement traduire la réalité, en particulier pour les plus jeunes. Alors, si je peux compléter cette présentation, pour le coup, très complète, peut-être plus d'un point de vue juridique et très, très juridique, peut-être un peu trop juridique. Moi, je note également qu'il y a, de mon point de vue, une grosse différence entre la définition, on va dire, populaire, commune du cyberharcèlement et la définition juridique. Parce que c'est vrai que moi, je vois en pratique et dans les dossiers, on a parfois beaucoup de mal à caractériser, d'un point de vue juridique, l'infraction qu'on appelle cyberharcèlement, qui n'est pas dite comme ça dans les textes, en tout cas, c'est ça dont on parle, parce que les critères légaux sont parfois compliqués à réunir. On reparlera, je pense, tout à l'heure de la problématique de la preuve, qui est également un vrai sujet, notamment parce qu'il faut pouvoir démontrer, si on rentre un petit peu dans le dur du sujet, et si on reprend la définition légale, il faut pouvoir démontrer notamment, on l'a dit, une altération de la santé physique ou mentale. Et nous, on voit qu'il y a beaucoup de cas, notamment qui touchent les plus jeunes, où finalement on est sur une forme de harcèlement sans pour autant pouvoir démontrer une réelle altération, surtout de la faculté mentale de la victime des propos. Qui fait que du coup, on a une espèce de dissociation entre le fait de dire cette personne-là est victime objectivement de harcèlement, tout le monde entend comme ça, mais d'un point de vue juridique, parce que notamment, par exemple, cette personne-là n'est pas allée voir un psychologue ou un psychiatre, on ne peut pas caractériser l'infraction. Alors là, on a plein de choses à dire, notamment quand j'avais commencé tout à l'heure dans mon propos introductif par expliquer qu'on peut peut-être améliorer les choses. Moi, de mon point de vue, la loi, alors c'est très bien, elle existe et c'est un bon début, mais à mon sens, elle est relativement incomplète, pour ne pas dire peut-être même mal faite, dans le sens où on a fait rentrer dans les critères de l'infraction le préjudice. C'est un petit peu comme dire de quelqu'un, vous êtes victime d'un vol, mais pour caractériser le vol, il faut démontrer que vous avez psychologiquement subi des conséquences du fait du vol. Et bien évidemment, on aurait beaucoup d'infractions qui ne seraient pas constituées, parce qu'on ne va pas aller voir un psychologue ou un psychiatre pour le vol d'un scooter, par exemple. Et c'est un petit peu aujourd'hui ce qu'on demande avec le harcèlement, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir démontrer, parce que c'est comme ça que les termes du débat se posent lorsqu'on est devant un tribunal, parce que les confrères en défense, évidemment, systématiquement, disent « Mais attendez, mais est-ce que vous avez un certificat médical et puis, si vous en avez un, mais est-ce que c'est un généraliste, mais qui, du coup, n'est pas compétent pour venir apprécier l'altération des facultés mentales ?» Donc, on a un débat très technique sur cette problématique de l'altération des facultés, totalement déconnecté, finalement, de la définition, comme je vous disais, populaire du harcèlement. Et ça, à mon sens, c'est un vrai sujet et une piste, en tout cas, qu'il faudrait améliorer pour que l'infraction commune soit plus facilement sanctionnée aujourd'hui. Est-ce qu'elle est revenue parmi nous, Myriam? Non? Je suis là. Ah, Myriam, je ne savais pas. Bon, on va laisser Myriam s'exprimer. Oui. Là, Oui. c'est bon, je Je vous suis entends. désolée, je ne sais pas ce qui se passe ce soir. Enfin, en tout cas, en plus, j'ai pris soin de prendre attache avec le parquet de Paris qui a créé en janvier dernier, donc c'est tout récent, un pôle contre la haine sur Internet. Hein, donc ça inclut bien le cyberharcèlement. Et donc, en fait, il y a une montée en puissance des dépôts de plainte. Et actuellement, ce pôle national de lutte contre la haine sur Internet, qui justement inclut le cyberharcèlement, est saisi de 80 procédures. Et donc, parmi ces différentes procédures, sur le harcèlement moral par un moyen de communication en ligne, ils ont eu pour l'instant 5 affaires. Souvent, il y a des menaces de mort parallèlement à ce cyberharcèlement, et ce qui permet de poursuivre sous une double qualification. Donc, c'est des éléments que j'ai eus, et actuellement 2 affaires emblématiques qui sont suivies. C'est le harcèlement de la jeune Mila. Hein. Bon, là, en effet, les médias sont fait largement l'écho,
qui a donné lieu à une première opération d'interpellation il y a un mois environ, et également des faits de cyberharcèlement à caractère antisémite, notamment à l'encontre de Miss Provence à l'occasion de l'élection de Miss France au mois de décembre dernier. Donc, ce service est essentiellement dédié à ce type de procédures qui vont certainement monter en puissance, parce que je sais que il y avait des critiques à l'égard de la justice pour des classements suite à des plaintes, des difficultés à déposer plainte, et les choses sont en train d'évoluer favorablement. Voilà, donc vous m'entendez là? Oui, oui, oui. Je suis vraiment désolée. Alors, moi, j'ai eu aucun problème de la soirée, donc je ne m'inquiétais absolument pas pour ce soir. Voilà. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il me semble que sur le cyberharcèlement, j'entends bien ce que disait Romain tout à l'heure sur la qualification, la décision. Mais moi, ce qui me chiffonne, c'est que sur une infraction aussi répandue, eh bien, il n'y ait même pas ce signalement d'acte identifié sur Pharos. Quand vous prenez la liste des signalements d'actes, ben, ce n'est pas prévu sur Pharos. Il faut de surcroît que les victimes déposent plainte au commissariat en présentiel. Donc, il est possible de faire une pré-plainte, certainement, mais il me semble que sur un sujet aussi partagé, aussi prégnant, qui monte en puissance. On l'a vu encore aux informations hier soir, avec la manière dont, sur les réseaux sociaux, les gamins peuvent passer de la menace à l'acte. Je ne comprends pas qu'on ne déroule pas ça dès le départ. Et la deuxième chose, c'est que j'ai du mal à comprendre que partout, dans les écoles, dans les universités, dans les établissements, on a bien mis en place des dispositifs d'éthique qui permettent des dispositifs d'alerte, mais je pense que déjà, les victimes, on doit leur donner les outils pour pouvoir se défendre. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à savoir si l'infraction est constituée, à partir de quoi, quel est l'article qu'il faut utiliser, moi, je dis, mais mettons en place déjà un bouton rouge qui permette d'alerter sur une situation de détresse. Et ça, il n'y a pas besoin ni de texte de loi, il y a juste besoin de bon sens. Oui, il y a aussi cybermalveillance.gouv.fr. Oui, j'indiquais aussi le rôle de cette plateforme d'information cybermalveillance.gouv.fr qui renseigne aussi bien les particuliers et qui leur donne des indications sur la procédure à suivre, la plainte, mais j'ai bien conscience que c'est quand même assez complexe quand on voit les difficultés à déposer plainte, je dirais pour des infractions qui ne sont pas commises par le réseau Internet. Mais il faut, Myriam, je pense que enfin, le message que je voudrais faire passer, s'il y a une chose à faire passer, c'est qu'il faut mettre un maximum d'intermédiaires entre la victime et la plainte, c'est déjà l'aboutissement. Il faut déjà que la victime ait conscience d'abord d'être une victime, on le dit suffisamment. Elle n'ose pas nécessairement parler à ses parents, elle n'ose pas forcément parler à ses professeurs, elle n'ose pas parler à son employeur. Donc, tout ça pose un problème. Et le dispositif anonyme, ou en tous les cas d'alerte, permettrait d'identifier un problème à un moment donné. Et puis ensuite, il faut peut-être prendre par la main ces victimes. Et tous les intermédiaires, les associations, que ce soit dans les écoles, que ce soit ailleurs, qu'il y ait des référents pour qu'ils puissent d'abord savoir qu'ils ne sont pas isolés et qu'on peut les accompagner et les aider. Et je pense que le droit déconnecté du bon sens, ça ne sert à rien. Donc, c'est pour ça que je disais en introduction de mon propos que de créer une proposition de texte qui vient de tomber aujourd'hui
sur la répression du harcèlement scolaire, ça n'a aucun sens. Il ne faut pas empiler les textes, c'est un peu la difficulté. Le problème, c'est la mise en œuvre effective. Et c'est vrai qu'au niveau justice, il y a eu des lacunes. Bon, il y a des améliorations depuis la création de ce pôle, mais il y a encore beaucoup d'efforts pour informer la victime, la mettre en confiance et que, évidemment, la justice puisse apporter des réponses. Souvent, les victimes n'osent pas déposer plainte. Je suis bien d'accord avec ça. C'est vrai qu'il y a une pression. Il y a véritablement quasiment un terrorisme qui se instaure vis-à-vis de la victime. Oui. Et puis, il y a les plateformes. Le fait aujourd'hui, quand vous voulez signaler des menaces, pensez à l'affaire, par exemple, de Miss France. Si c'est un déferlement de haine sous forme de cyberharcèlement. Moi, je pense qu'il faut absolument qu'on s'inspire de ce qu'on appelle les contrats de niveau de service, qui sont des contrats qui sont très sophistiqués en matière informatique, qu'on a mis des années à mettre au point et qui permettent de définir un niveau de criticité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Plutôt que de se poser la question de savoir si une insulte est une insulte admissible, publique, privée, machin, etc., si on décide que la même personne qui reçoit 10 fois de suite la même insulte permet de catégoriser et de mettre en criticité, exigeant de la part d'une plateforme une réaction immédiate qui devrait permettre de bloquer le compte émetteur. Déjà, je parle de choses. Ça ne va pas permettre de tout régler, mais qu'on mette en place des systèmes de signalement qui permettent d'éradiquer déjà 80% des problèmes. Ensuite, on s'attaquera aux 20% sophistiqués qui posent problème. Mais on peut imaginer de définir cette criticité. Et je pense plus urgent de donner les moyens d'une réaction en accord avec les plateformes aujourd'hui, avec une transparence qui d'ailleurs est annoncée par la directive Service Act, qui va exiger d'avoir des rapports sur la manière dont c'est traité, exiger qu'il y ait un traitement humain sur une catégorie de problèmes. Ça fait partie des solutions. Donc, j'entends tout l'argumentaire juridique, mais ce que j'aimerais, puisque c'est l'objet de ce débat, c'est qu'on mette en place ensemble, et c'est la responsabilité de la société civile aussi, des outils d'alerte et d'accompagnement. C'est ça que je veux dire. Le temps qu'on arrive devant le juge… Les travaux européens sont extrêmement lents. Ça a à peine démarré, tous les travaux européens, il faudrait vraiment les accélérer, renforcer la responsabilité des plateformes. Là, j'ai vu, il y a cette décision que vous évoquez, là, du 10 février, où donc Twitter se voit sanctionné en quelque sorte, obligé de transmettre des éléments permettant de caractériser des infractions. C'est quand même une grande première. Mais il n'y a pas assez de procédures en référé, il faut faciliter les procédures. Et les travaux européens, c'est très bien, mais c'est d'une lenteur extrême. Tout à l'heure, on parlait de la preuve. Les travaux sur justement pour améliorer le recueil de la preuve numérique ont commencé en 2016, ils n'ont pas encore abouti. Oui. Donc, je pense qu'il faut vraiment passer à vitesse supérieure compte tenu de l'ampleur de ces phénomènes. Tout à fait. Mais je suis d'accord, et ça passe ensuite par une implication à tous les niveaux. C'est-à-dire que vous avez évoqué la procédure avec Twitter. Moi, il se trouve que j'ai eu une procédure également contre Twitter récemment, exactement le même sujet. On a fait condamner Twitter il y a une dizaine de jours à Paris. Le problème, c'est que Twitter n'a été condamné à rien du tout. C'est-à-dire qu'on était sur une opposition de principe sur des pseudo-problématiques juridiques. Heureusement que le tribunal n'a pas suivi Twitter là-dessus. Mais au final, on demandait, nous, un remboursement également quand même de frais d'avocat parce que la victime était réellement
victime de propos diffamants, injurieux, etc., elle a été contrainte parce que Twitter, là aussi, alors, on rentre dans le juridique, mais Twitter maintenant a obtenu le fait que sur requête, il n'exécute pas les ordonnances, il fait systématiquement des rétractations, donc a obtenu le principe que maintenant il faut faire du référé. Donc on fait du référé, et lorsque enfin on obtient gain de cause, Twitter, in fine, est condamné à zéro. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il faudrait à la fois que les autorités puissent discuter de manière un petit peu équivalente à même niveau avec les plateformes, et ça reste dans les faits quand même très compliqué, elles font un petit peu ce qu'elles veulent, mais également d'un point de vue judiciaire, que les magistrats aussi prennent réellement en compte tout ça et sanctionnent réellement quand il y a de l'abus de la part des plateformes sur des positions, ces plateformes-là. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit l'argent que la plupart de ces plateformes ont, évidemment pour elles, ce n'est pas un sujet, mais si en plus, lorsqu'elles perdent une procédure, elles sont condamnées globalement à zéro, elles ont tout intérêt à continuer d'avoir des positions de principe et de refus de transmission de données parce que finalement, il n'y a pas de risque pour elles. Donc, oui, mais est-ce que nous sommes d'accord pour dire que l'urgence, c'est d'arrêter déjà les actes de cyberharcèlement pour permettre à la personne de se reconstruire? La décision qui sera rendue souvent longtemps après sera symbolique, je suis d'accord, ne réparera jamais le préjudice, mais si on veut avoir une chance de reconstruire, de reconstruction, et que la justice participe à cette reconstruction, ce qu'il faut, ce sont des mesures immédiates. Je voudrais vous donner quelques chiffres qui, moi, me paraissent intéressants. Je vois qu'il y aurait eu en 2016 235 plaintes pour cyberharcèlement. 235. On imagine le nombre de situations de cyberharcèlement. En 2017, on est passé à 414 et en 2018 à 497. Bon, on a augmenté, mais résultat des courses, on voit bien que même si on arrive à 500, c'est absolument dérisoire. Et sur ces 500, il n'y en aurait pas 100 qui auraient été déposés par des mineurs et il y en a 12 par des personnes morales. Donc, le ministère n'a pas de chiffres concernant les classements sans suite et on apprend qu'entre août 2014 et 2017, il y aurait eu 18 condamnations qui ont été prononcées pour infraction de harcèlement commis au moyen d'un service de communication. Donc, ça veut dire que la justice n'apporte pas de réponse. Excusez-moi, c'est le constat. Mais parce que, oui. Et quand on regarde et qu'on analyse la directive des DSA, enfin le règlement Directive Service Act et même le Directive Markets Act, ce que je constate, c'est que il ne faut rien attendre en termes de législatif. On a confirmé la responsabilité, le statut d'hébergeur pour les plateformes. Ça veut dire pas de responsabilité sauf notification. Et qu'est-ce que je constate sur le terrain? C'est que quand on assigne l'auteur des propos. Quand on arrive à l'identifier, ce qu'on va demander à la plateforme, c'est de nous identifier la personne. Et encore, il y a tout le processus d'identification qui va prendre du temps. Mais quand on peut identifier l'auteur, c'est l'auteur. Et la plateforme n'est jamais intervenante forcée dans le dispositif, jamais. Et d'ailleurs, les plateformes vous répondent et elles ont raison. Nous, on attend qu'une décision soit rendue. Et quand on voit les résultats, il faut juste constater que le système législatif n'apporte pas de réponse, ou en tous les cas, la justice n'est pas en mesure de répondre aux attentes et à cette typologie. Alors, il y a des choses auxquelles on pourrait penser. Par exemple, on peut imaginer qu'il y ait une délégation à des acteurs sous contrôle des juges. On peut imaginer des officiers civils. On pourrait imaginer toute une série de solutions pratico-pratiques et qu'on arrête de créer des usines à gaz. Moi, mon ressenti avec le Directive Service Act, c'est que voilà, j'ai 3 innovations. Et dans ces 3 innovations, j'ai des sanctions dissuasives. Quand on sait qu'on n'obtient même pas le remboursement de l'article 700, comme vous venez, Romain, de l'expliquer, je vois, enfin,
peut-être qu'on condamnera à 6% du chiffre d'affaires annuel de l'intéressé. Mais avant d'en arriver là, il y a tout le reste. Il y a au besoin l'obligation de plus de transparence, donc bien, mais quelles vont être les sanctions derrière? Est-ce que réellement il va y avoir des injonctions? Donc, je pense qu'entre ce que va faire la Commission européenne, et c'est bien que la Commission européenne s'en occupe, je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais entre là, concrètement, ce dont on aurait besoin pour nos enfants qui sont victimes de harcèlement et les espèces de grandes pétitions législatives, alors qu'on a un dispositif qu'on pourrait utiliser, qui est compliqué à utiliser, ne serait-ce que parce qu'on n'a pas les bons boutons pour appuyer sur « je suis en situation de cyberharcèlement », je me dis, on n'est pas pragmatique. Voilà, ça c'est mon constat. Non, mais effectivement, moi je fais aussi ce constat-là. Il y a vraiment aussi un déficit de moyens. On a créé ce pôle très bien dans la suite de la loi Avia, mais il faut voir le peu de moyens, hein. C'est-à-dire c'est 3-4 personnes, alors qu'en matière je pense à l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, c'est 700 personnes. Donc, évidemment, c'est pas des contentieux, même si il y a de l'affichage, hein, mais c'est pas encore un contentieux qui est pris en compte, qui devrait être pris en urgence systématiquement. Hein. Il y a quelques efforts, mais qui sont minimes. Il y a zéro moyen. Il y a zéro moyen. Et ça, c'est la première instance, hein, ce pôle créé depuis janvier, donc c'est très récent. En appel, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est le droit de la presse. Il n'y a pas de structure dédiée. Donc, entre les difficultés pour que la justice ait connaissance de ces faits, avec les obstacles et réticences qu'on comprend bien des victimes, et après tout ce processus et ce manque de moyens, malheureusement, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il faut véritablement une politique publique vraiment réaffirmée avec des moyens. C'est vrai qu'actuellement, il y a beaucoup de plans. Il y a un plan en matière de cyber, enfin, il y a beaucoup d'annonces, mais les moyens ne sont pas pour la justice, hein, c'est évident. C'est évident. Par exemple, aussi, on parle des parquets, mais il ne suffit pas qu'il y ait un parquet spécialisé. Il faut aussi des chambres spécialisées. On a eu récemment des affaires où c'était le parquet, le pôle cyber. Le problème, l'affaire n'a pas été jugée par une chambre spécialisée. Oui. Donc, le résultat est complètement... il y a eu une grosse dépense d'énergie et finalement, on aboutit à un résultat qui n'est pas satisfaisant. Je vais juste reprendre la main. Pour vous parler un peu du procès durant le procès, quand on se trouve devant le tribunal, est-ce que on a de fortes sanctions ou est-ce que la justice est plutôt laxiste envers les harceleurs? Comment ça se passe? Alors, vraiment du cas par cas. Il faut aussi tenir compte, on est dans un système de personnalisation de la peine, donc tout dépendra aussi si le prévenu a un casier ou non. Voilà, c'est une appréciation au cas par cas. Donc, évidemment, il y a un maximum légal. Après, d'ailleurs, j'ai vu dans certains cas, là récemment, le parquet avait fait appel, estimant que la condamnation était insuffisante. En tant que représentant des intérêts de la société, le parquet doit être, il est d'ailleurs extrêmement vigilant sur les peines qui sont prononcées. On a tendance à vouloir spécialiser les parquets, mais il faut penser aussi aux chambres qui, finalement, jugent. Hein. Le parquet ne fait que requérir, c'est-à-dire proposer une peine, mais ne va pas prendre la décision finale.
Donc, je pense que le problème n'est pas forcément appréhendé dans sa globalité actuellement. On veut spécialiser les parquets, on met des pôles, etc. Mais il faut aussi imposer des formations aux magistrats du siège qui ont en charge ces contentieux. Et c'est inégal, disons, c'est inégal. Les formations, il y en a beaucoup, hein, il y a une grosse mobilisation de l'ENM qui d'ailleurs fait des formations avec l'EFB, c'est de plus en plus fréquent, mais ce n'est pas des formations obligatoires. Et le résultat, c'est très variable, hein, c'est très variable. Et quand la peine est vraiment insuffisante, il y a une politique d'appel par le parquet. Hein. Je l'ai vu dans un cas là, de cyberharcèlement où le parquet avait fait appel, à juste titre d'ailleurs. Mais il faut se donner les moyens. Il faut se donner les moyens. Et je crois qu'il y a une marge de progression. Alors, je pense que si on reprend les chiffres de tout à l'heure, vous voyez que déjà, il y a peu de décisions qui sont rendues. Théoriquement, on encourt des peines de prison et des sanctions hein, qui varient suivant l'infraction qui est retenue, 75 000 €, 45 000 €, avec des systèmes d'aggravation. Je n'ai pas connaissance de décision de ce type qui a été prononcée. Alors, il y a l'affaire dont que vous avez évoquée, avec une sanction de 1 an de prison. Moi, je voudrais vous parler de l'affaire Oscar. Je ne sais pas si ça évoque quelque chose pour vous, l'affaire Oscar. C'est l'affaire, ce sont 2 voyous, l'un qui martyrisait un petit chat et l'autre qui filmait le petit chat en train d'être martyrisé. Ils n'avaient rien trouvé de plus intelligent que de lyncher ce chat en le fracassant contre un mur. Et la vidéo a suscité une réaction sur Internet des internautes qui ont réagi. Les 2 auteurs ont été déférés et ont eu une condamnation lourde. Et c'était très intéressant parce que pour ce petit chat Oscar, qui a été récupéré, qui a eu plusieurs opérations, mais qui semble-t-il va bien, les choses se sont arrangées, mais pour ce que j'ai retenu, c'est que vous aviez une foule à l'extérieur qui voulait une condamnation sévère parce qu'on avait lynché ce chat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens sont capables de se mobiliser et qu'on s'habitue petit à petit à ce qu'on voit, à toutes ces horreurs qu'on voit sur les réseaux. Donc, il y a eu des sanctions, mais tellement rares, de sanctions lourdes, que c'est quasiment comme s'il n'y avait pas de sanctions. Mais on peut prononcer des sanctions. Il y a des peines de prison. Il y a 3 ans de prison possible, il y a 5 ans même de prison possible en cas de cyberlynchage. On voit bien que c'est possible. Et il faudrait appliquer les sanctions du code pénal. Et moi, je trouverais très bien que l'article 700 soit remboursé pour permettre aux victimes de pouvoir y aller, parce que souvent, elles sont dans leur bon droit. Oui, il y a ça, et il y a aussi le sujet du renvoi quasi systématique en matière de harcèlement et aussi de revenge porn, on va peut-être en parler tout à l'heure, en CRPC. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une politique, mais peut-être que je me trompe, est-ce qu'il y a une circulaire, j'en sais rien, une politique des parquets de renvoyer quand ils le peuvent ces questions-là en CRPC. Parce que du coup, ça va plus vite. Effectivement, ça évite parfois des dossiers, des audiences un peu compliquées, parce que souvent, quand même, il faut le rappeler, c'est des dossiers qui sont lourds à gérer pour les tribunaux, pour les avocats aussi, parce que souvent, il y a le problème de ces propos comportements répétés, donc on vient avec des captures d'écran, des PV d'huissier. Donc, ce sont objectivement des infractions qui sont quand même galères à traiter. Donc, il y a aussi ces renvois en CRPC, que moi j'ai vu dans des dossiers, et où du coup, les victimes qui sont elles, réellement victimes de harcèlement sont frustrées parce qu'elles n'ont pas d'audience, n'ont pas de procès. Du coup, en termes de dommages et intérêts également, elles sont très peu. Donc, très souvent, on se retrouve ensuite à faire des demandes d'audience sur intérêt civil pour que, à minima,
le préjudice moral soit réellement réparé. Donc, ça serait bien aussi, tout simplement, que pour les quelques affaires, on l'a vu qu'il n'y en a pas beaucoup, qui sont effectivement amenées devant la justice, devant les tribunaux, eh bien, qu'il y ait une véritable consigne pour que ces sujets de harcèlement soient traités correctement via des vraies audiences au fond, où il y a un débat contradictoire, où l'auteur des propos, du coup, sera jugé, sera confronté à ses juges et à sa victime. Parce que c'est vrai que cette politique de renvoi en CRPC, nous, on le voit dans les quelques dossiers qu'on a eus en CRPC, n'apporte rien de bon et n'est en tout cas pas du tout la solution, et surtout pas pour les victimes qui le prennent systématiquement quand même comme une forme de, pas de défiance, bien sûr, mais de frustration et de non prise en compte réelle du préjudice qu'elles ont subi. Voilà. Et vous parliez du fait que les condamnations étaient assez rares et parfois pas forcément à la hauteur des enjeux. Mais on a beaucoup parlé de l'affaire Marvel Fitness, par exemple, puisqu'il a été condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an ferme. Et certaines personnes ont dit que ça allait être un tournant en matière de cyberharcèlement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la décision est justifiée? Et est-ce que véritablement ça va marquer un tournant pour vous? Alors, si je peux, je ne crois pas que les journalistes aiment beaucoup les formules de ce type-là. Je ne crois pas qu'il y ait un tournant. Il y a déjà eu des décisions avec de la peine ferme. Alors, 2 ans, non, mais au final, en termes de ferme, c'est 1 an. Moi, il y a déjà eu des dossiers où effectivement des peines d'1 an d'emprisonnement ferme ont été prononcées, donc ce n'est pas nouveau et ce n'est pas un tournant. Et comme l'a rappelé Mme Kemener, tout est question ensuite de cas par cas et de profil judiciaire de l'auteur des propos, etc. Donc, là, en l'occurrence, c'est vrai que le harcèlement était extrêmement massif, ça a été médiatisé, donc la peine, effectivement, était relativement lourde, mais ensuite, on en revient toujours, et heureusement, à des cas par cas, et donc tout va dépendre réellement des faits. Voilà. Oui, mais je pense que j'ai regardé aussi les circulaires là, en préparation de notre rencontre de ce soir. Bon, il y a eu une circulaire au moment de la loi de 2018 et depuis, il n'y a pas véritablement de politique pénale clairement affirmée. Ça pourrait être envisagé aussi. Ah On oui. peut imaginer, oui, dans le même esprit, on pourrait imaginer quand même des brigades dédiées. Enfin, à partir du moment où c'est un fléau aujourd'hui, encore une fois, c'est pas une question de texte. Les textes, on les a. On peut discuter de la qualification, mais les textes, on les a. À la marge, on peut tout améliorer. Mais ce qu'il faut, ce sont des gens pour traiter les plaintes, qui soient formés à ce type de plainte, que ça ne soit pas une usine à gaz dès qu'on veut aller au commissariat. Moi, j'ai voulu, pour une histoire d'usurpation d'identité numérique, j'ai fait une plainte en ligne. Résultat des courses, pour avoir un rendez-vous au commissariat pour confirmer la pré-plainte, c'est une telle galère que je passe à autre chose. Donc, si vous imaginez que sur quelque chose qui ne pose pas de problème, vous rencontrez ce type de difficulté, je veux dire, tout devient compliqué. Oui. Donc, on n'y a pas accès finalement à la justice par ce biais-là. Ou Et on alors, n'a pas tous accès, les victimes n'ont pas tout accès à un avocat. exactement, parce que ça revient à ça. De façon générale, le numérique fait que nos organisations doivent être complètement considérées. On le voit bien de plus en plus dans tous les le numérique et cette dérive concerne tous les contentieux et finalement on reste dans des schémas classiques. Et c'est une difficulté qu'il va falloir résoudre compte tenu de justement on a de plus en plus d'extorsions. Je pense aussi aux revenge porn, enfin des infractions voisines, mais qui peuvent se cumuler, cyberharcèlement, revenge porn, et finalement, déjà, c'est pas évident pour la victime de faire cette démarche. Et après, au niveau du traitement, il y a beaucoup d'efforts à faire. Effectivement, c'est pas du tout une question de texte. C'est vrai, quand j'ai vu qu'il y avait une proposition aujourd'hui, faut arrêter les textes. D'ailleurs, cette multiplication de textes fait que beaucoup d'infractions ne sont pas utilisées, sont sous-employées. Je crois que notre arsenal est complet.
Après, c'est vraiment une volonté, une politique publique et des moyens. Or, il faut restructurer les organisations, et pas que les parquets. Ça, j'insiste là-dessus, on ne parle que des parquets spécialisés, mais bon, le parquet, bien sûr, est un peu un chef d'orchestre, reçoit toutes ces procédures, les oriente, mais après, il faut qu'il y ait une chaîne pénale qui est quand même un peu faible, surtout dans ces infractions qui sont parfois difficiles à caractériser. Et on en revient du coup à une justice, c'est triste à dire, mais c'est la vérité, à une justice pour moi à deux vitesses, entre ceux qui ont de l'argent, en tout cas un petit peu, et ceux qui n'en ont pas. Parce que le problème, et ça rejoint ce que vous disiez, Madame Bâtonnier, c'est que comme il n'y a pas de brigade spécialisée en l'espèce, vous venez déposer plainte à la police, au commissariat ou en gendarmerie. Au mieux, ils prennent la plainte. Au pire, ils vous disent, écoutez, revenez plus tard ou faites une main courante. Mais dans tous les cas, le sujet ne sera pas traité. Et donc, si vous voulez que votre problématique soit traitée, ben, il faut passer, c'est un fait, par un avocat qui va faire les démarches d'identification qui sont compliquées, parce que ça implique évidemment d'aller chercher très souvent des étrangers, c'est-à-dire Facebook en Irlande, Google, Twitter, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la police, de toute façon, ne s'occupe pas de ça, ou très peu. Et il y a des brigades, il y a une brigade, la BEFTI, qui est très spécialisée, mais qui ne s'occupe absolument pas de ce genre de cas-là, qui est complètement débordée déjà. Et il faut dire que le policier lambda de base n'a pas la formation, peut-être pas non plus la volonté de traiter ce genre de sujet, parce qu'il sait que de toute façon, dès qu'il y a de l'anonymat par exemple, il va devoir faire des réquisitions en anglais, aux États-Unis, en Angleterre, et donc concrètement, il ne se passe rien. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, une victime de harcèlement réel, mais qui n'a pas les moyens de saisir un avocat et qui s'en remet à une plainte, concrètement, a 9 chances sur 10, pour ne pas dire 10 sur 10, de voir son dossier ne pas du tout avancer. Et ça, c'est vrai que c'est un problème. Et effectivement, moi, je pense que ça passe par la création, si on veut améliorer un petit peu le système, d'une vraie brigade, de plusieurs brigades spécialisées, dédiées à ces questions d'affaires que j'appelle moi entre parties, c'est-à-dire vraiment du tout venant numérique, pas forcément de la cyberpédophilie, pas forcément de l'escroquerie en bande organisée, pas forcément du terrorisme, mais ce qui pourrit la vie des gens, c'est-à-dire les problèmes d'usurpation d'identité, de cyberharcèlement, de revenge porn. Et ça, aujourd'hui, concrètement, il n'y a pas de policier pour ça. Et c'est vrai qu'au-delà des effets d'annonce, je pense qu'il faudrait tout simplement créer ce type de structure-là au sein des commissariats. Et effectivement, on verrait peut-être le nombre de plaintes augmenter et ensuite, bien sûr, le nombre de dossiers arrivés devant un tribunal augmenter aussi. Mais n'oubliez pas que la victime qui veut porter plainte, je ne vous parle pas des difficultés qu'elle rencontre pour porter plainte, elle a déjà fait 50% du chemin. Oui. Donc, il y a tout le travail en amont. Et ça, c'est le rôle des associations et c'est le rôle de toutes les institutions. D'où l'importance, à mon avis, de mettre en place des dispositifs d'alerte, mais accessibles. C'est l'histoire du bouton rouge dans n'importe quel wagon de train ou de métro ou autre. Il y a un danger, il y a une difficulté, on est importuné, on sait qu'il y a un bouton rouge et qu'on peut appuyer. Et on ne sera pas seul. Et ça engage la responsabilité de celui qui reçoit le signal. Et faire du sport ou autre chose plutôt que d'aller sur Twitter, Facebook ou TikTok à longueur de temps, c'est bien aussi, effectivement. C'est peut-être rappeler que les réseaux, c'est bien, mais dans un usage limité, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même le sujet principal. C'est-à-dire qu'effectivement, si on passe 23 heures sur 24 à tweeter ou sur TikTok, on multiplie quand même les chances d'avoir des problèmes et ça commence peut-être par là. Alors, merci pour toutes ces précisions. Là, on va passer aux questions vu le temps qui nous reste. Je vais poser la première. Donc, vous avez évoqué qu'on avait un arsenal juridique plutôt complet, etc., mais qui manquait, on a compris, des structures, etc. Et ma première question concernera la preuve du cyberharcèlement, et notamment deux questions en une, si vous voulez, avec la question de l'identification des auteurs, notamment quand on utilise des VPN ou des choses comme ça qui sont devenues particulièrement courantes. Et ensuite, de savoir quelles sont les preuves que peuvent amener les victimes, puisqu'on a toute la question du montage numérique, par exemple. Donc, quelles sont les preuves qui vont être recevables, par exemple? Alors, il faut d'abord rappeler que la preuve en matière pénale, elle est libre. Donc, la preuve numérique est recevable. Hein.
Et tout élément, alors je voyais après les parents entrant en compte les copies d'écran. En fait, c'est une alliance d'indices numériques qui vont être rapportés et également l'enquête classique. Après, effectivement, parfois, bon, il y a le constat d'huissier, il peut y avoir une expertise pour démontrer la validité de cette preuve. Hein. Mais bon, il faut quand même rappeler que la preuve est libre, donc tout élément peut être est bon à prendre, hein, je veux dire, dans le cadre d'une procédure. Et c'est avoir aussi ce réflexe de les captures d'écran, tous les éléments, et après, c'est l'appréciation souveraine des juges du fond, bien évidemment. Mais cette preuve, elle a quand même des spécificités. Hein, la preuve numérique, elle est volatile, elle est modifiable, donc elle peut être contestée. C'est vrai que c'est aussi des procédures. Je vois dans d'autres contentieux, mais ça rejoint cette problématique de la preuve, c'est parfois, ça peut être amené à nullité, hein, c'est-à-dire qu'elle va être contestée. Donc c'est un saut d'obstacle, hein, mener à bien une procédure sur le champ numérique. Hein. Je me rends compte de plus en plus avec des problématiques d'accès aux données, pas d'accès généralisé et accès ciblé. On est quand même aussi sous le contrôle des cours européennes. C'est quand même assez complexe, mais je pense que les copies d'écran rassembler les éléments le plus rapidement possible, c'est important. Alors, voilà ce que je peux dire. C'est vrai que faut bien rappeler que la preuve est libre. je pense qu'il y a, enfin bon, tout a été dit, donc je n'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que, évidemment, il faut s'assurer à partir du moment où une action est engagée, c'est le principe, il faut rapporter une preuve et il ne faut pas que cette preuve soit discutable. Mais la preuve est libre devant le juge pénal et vous avez des faisceaux d'indices. En matière de cyberharcèlement, d'avoir 25 messages qui s'affichent, que ce soit chez vous, sur d'autres supports numériques, il ne me paraît pas très compliqué d'établir cette preuve. Donc, pour qu'elle ne soit pas discutable, l'huissier et le passage, je dirais, habituel. Souvent, ça paraît très cher pour la victime parce que elle n'a pas le réflexe nécessairement de l'huissier. Mais quand on veut, il ne faut pas oublier qu'il y a ce faisceau d'indices. Et voilà, donc exiger la preuve paraît normal, mais ça ne me paraît pas insurmontable dans le cadre du cyberharcèlement qui se matérialise forcément par les propos qu'on reçoit, par l'abondance des messages qu'on reçoit. Très bien, merci. Seconde question peut-être, les témoins de cyberharcèlement peuvent-ils être condamnés? Maître Darrière, si vous souhaitez commencer. Oui, vous avez les témoins du cyberharcèlement. Témoins de cyberharcèlement. Alors non, non, c'est simplement la loi prévoit que sur l'auteur des propos ou des comportements répétés qui peut être condamné. Donc un témoin, vous voulez dire quelqu'un qui suivrait les échanges, par exemple, sur le réseau Facebook. Ça peut être. Est-ce qu'on ne peut pas parler de l'assistance à personne en danger? Non? Ça se tente. Ça se tente. Moi, je pense que, par exemple, dans mon histoire Oscar que je vous ai racontée, le type qui a filmé a été poursuivi. Alors, sur un fondement juridique, mais le fait de se contenter de soit retweeter, par exemple, partager peut participer à l'acte. Oui. Donc, moi, j'ai envie de dire que dans la responsabilisation, ça me paraîtrait normal que celui qui se contente de transmettre arrête de penser qu'il le fait de manière passive et qu'il n'est pas, il aggrave le préjudice. Sachant que là aussi, ça va être du cas par cas, comme en matière de diffamation, par exemple, c'est-à-dire qu'on peut parfaitement partager des propos, mais pour les dénoncer. Précisément. C'est-à-dire que parfois on partage parce qu'on soutient ces propos, on est d'accord avec ce qui est dit, auquel cas si les propos sont illicites, bien évidemment que là
on est sanctionné. Mais si c'est les partager pour, d'une manière ou d'une autre, les dénoncer, évidemment, ça peut être plus compliqué, plus subtil. Mais si on partage un propos violent, haineux et autres, Mais si on le commente en disant, par exemple, vous voyez ce qui a été dit, surtout c'est atroce, partageons-le précisément pour bien savoir qu'est-ce qui a été dit par telle personne, mais c'est atroce, là, évidemment, c'est différent. Donc, en tous les cas, il y a pour moi deux situations. Il y a la situation qui consiste à être… Alors, je suis d'accord pour dire que c'est compliqué, mais celui qui laisse faire des informations d'incitation, par exemple, au suicide d'une personne, je pense que vous avez des incriminations qui ne seront pas sur le cyberharcèlement, mais qui seront ne pas avoir apporté son assistance. C'est un devoir civique que nous avons tous d'apporter notre concours, d'aider des personnes en situation de détresse. Donc, il y a cette première situation, il y a la deuxième, et plusieurs fois, il y a eu des sanctions lorsqu'on décide de filmer et de relayer, par exemple. Donc, quand on filme, on n'est pas l'auteur. Il y a eu une professeure, je pense, qui a été agressée comme cela à la sortie d'une école. Certains élèves ont filmé et ont commencé à poster. Ce n'est pas du cyberharcèlement, mais c'est clairement une infraction. Et il y a le cyberharcèlement de meute, entre guillemets, maintenant, qui est sanctionné. Donc, de toute façon, quand on partage son partie de ce mouvement de harcèlement, de toute façon, là, pour le coup, l'infraction, elle est constituée. Ouais. Sous réserve d'identifier, ce qui est évidemment en pratique beaucoup plus compliqué, parce que là aussi, le texte existe, il est beau, mais si vous avez 100 personnes à identifier, concrètement, il ne se passera pas grand-chose non plus, parce que c'est impossible. Sans compte différents, en tout cas, ça devient très compliqué. Et surtout, comme vous le dites, si sur les 100, vous en avez 90 qui ont des VPN, qui renvoient en Inde ou en Chine, c'est vrai que concrètement, vous n'aurez pas beaucoup de monde devant un tribunal. Vous pourrez éventuellement supprimer les propos, mais pour identifier et sanctionner, c'est plus compliqué. D'accord, merci. Sur quel fondement est-il possible de sanctionner les plateformes, sachant que ce n'est pas elles qui sont la cause du dommage ? Le principe, c'est la loi pour la confiance dans l'économie numérique qui transpose la directive de 2000 sur le commerce électronique. Le principe est que la plateforme n'a pas de responsabilité, sauf si on lui notifie un contenu manifestement illicite. La difficulté dans le cyberharcèlement, c'est qu'aujourd'hui, du fait que justement l'analyse est faite par des traitements algorithmiques et que c'est une analyse au cas par cas, c'est-à-dire que c'est le contenu qui est analysé et pas la récurrence du contenu, les plateformes, à mon avis, ne sont pas en première ligne. Si le cyberharcèlement va porter sur, je ne sais pas, une menace de mort, ça peut être du contenu, c'est du contenu manifestement illicite. Si ce sont des injures, si on prend l'injure en tant que telle, ils peuvent considérer que ce n'est pas manifestement illicite, qu'il faut attendre qu'un juge se prononce là-dessus. Et moi, ce que je dis, c'est qu'on pourrait imaginer que, je reprends l'exemple de Miss France, que si vous avez 500 personnes qui au même moment s'émeuvent d'une situation comme celle-ci, si la récurrence fait que les insultes s'enchaînent, déferlent, eh bien, on n'est plus dans l'analyse d'un contenu, on est dans une situation de criticité qui doit conduire au manifestement illicite. Voilà, mais je pense peut-être qu'il y a d'autres choses à rajouter sur les plateformes, mais c'est le principe de base. Oui, et ce qui serait bien aussi, pour compléter ça, ça serait de revenir à ce qu'avait prévu la loi Avia, c'est-à-dire des délais aussi de réponse des plateformes. Parce qu'aujourd'hui, et paradoxalement, plus elles sont grandes, type Facebook ou Google, plus elles mettent du temps à répondre quand elles répondent. Facebook, par exemple, quand on notifie un contenu illicite, globalement, on ne répond jamais.
peut traiter le sujet, mais ne répond pas. Et quand on a des réponses, ça prend parfois 2, 3 semaines ou un mois, alors qu'on voit que des petits hébergeurs maison vont nous répondre en 24 heures ou 48 heures et sont beaucoup plus respectueux de l'esprit de la loi. Donc, c'est vrai que la notion de délai raisonnable et de prompt délai, c'est bien, mais en pratique, ce n'est pas du tout suffisant. Et ça, par contre, je pense que c'est une piste à améliorer assez facilement, c'est-à-dire d'instaurer, au moins pour des infractions comme l'avait fait la loi Avia, bien délimitées, imposer des délais de réponse. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de délai et les hébergeurs les plus gros, notamment Facebook, pour ne pas le citer, profitent de ça. Voilà. Merci. Alors, une question, ne faudrait-il pas, dans un premier temps, informer toutes les personnes, tiers, la famille, les professeurs, les directeurs d'établissement sur cette problématique du cyberharcèlement, pour déjà qu'ils croient les adolescents, entre guillemets? Peut-être que Myriam veut répondre, sinon je vais le faire. Oui, je commence. C'est vrai qu'il y a quand même une sensibilisation très importante qui est faite au niveau de l'éducation nationale. Il y a quand même des actions de prévention. C'est véritablement une priorité qui a été renforcée. Voilà ce que je peux dire. Il y a des actions surtout de sensibilisation. Mais c'est vrai que concrètement, enfin, je connais des cas où c'est arrivé, le jeune a dû être changé d'établissement scolaire et l'établissement disant que c'était un problème privé qui ne concernait pas l'établissement. Voilà, donc il y a encore aussi une marge de progression au niveau éducation nationale. Il y a tendance à considérer que c'est un problème privé et qui n'est pas forcément pris en compte dans toute sa gravité et les conséquences qui peuvent en découler. Alors, non seulement, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit, j'ai envie de rajouter que de la même manière qu'on apprend à l'école qu'il y a des choses qui se font, qui ne se font pas, qu'il est interdit de taper sur son camarade de classe, il faut leur apprendre une attitude civique sur les réseaux. Et je pense qu'il y a une espèce de liberté incompréhensible, ou en tous les cas, on donne le sentiment que tout est possible sur Internet et on voit les déviances qui apparaissent. Moi, je suis pour un code de conduite. Et je vais même plus loin, j'ai envie de dire que les réseaux sociaux, c'est comme les routes, tout le monde peut s'en servir, mais pour conduire, il faut un permis et il faut respecter le code de conduite. Et même en fonction de la taille du véhicule, on peut avoir un permis qui va être différent si on utilise une moto, si on utilise un camion. Et c'est pareil. Je considère qu'aujourd'hui, les influenceurs sur les réseaux, lorsqu'on détient un pourcentage d'audience sur les réseaux, il faut un permis d'une certaine catégorie. En tous les cas, je crois que développer des tutoriels, obliger avant de pouvoir accéder à un réseau social, respecter des règles qui peuvent tenir quand même en moins d'une page, on n'a pas besoin d'un contrat de 30 pages, sur un certain nombre de règles à respecter, et surtout, quand on fait une infraction, on peut retirer le code de conduite. Il faut savoir fermer les comptes, il faut savoir empêcher les gens de s'en servir. Donc, je suis peut-être un peu radicale dans les solutions préconisées, mais c'est évident qu'il y a une question d'éducation, mais qu'il y a aussi des mesures, encore une fois, qui peuvent être prises avant d'arriver devant le juge. Oui, tout à fait, merci. Alors là, nous avons une question. La France n'a-t-elle pas des experts informatiques dans le domaine? Et on peut donc coupler avec la question, n'est-il pas possible d'identifier les harceleurs via leur adresse IP? Ah ben oui, bien sûr qu'on peut le faire, mais tout ça a un coût. C'est toujours la même chose.
c'est qu'il va falloir activer une telle usine à gaz pour y arriver que la victime lambda, elle n'a pas les moyens, pas les réflexes, pas l'énergie. C'est tout ça. Pour se battre, il faut être en bonne forme. Donc, ce n'est pas donné. Donc, l'avocat peut le faire, mais il faut avoir les moyens de prendre un avocat. Et c'est pour ça que les associations ont vraiment un rôle important à jouer et qu'il faut en parler aux associations de parents, que les professeurs doivent être sensibilisés, que les parents, vraiment, il faut les mettre, il faut les associer et qu'on ne peut pas mettre n'importe qui tout le temps sur les réseaux comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un axe, pareil, on est toujours dans des choses, on discute, à améliorer, mais aujourd'hui, le problème, c'est que les plateformes sont tenues au secret professionnel sur les données. Donc, elles ne peuvent pas communiquer spontanément des données sans commettre une infraction pénale, puisque elles sont tenues à un secret professionnel comme un médecin ou comme un avocat. Donc, peut-être on pourrait imaginer que certaines associations, par exemple, puissent, parce qu'il y a une autorisation évidemment réglementaire, solliciter donc, les données, dans certains cas, directement aux plateformes, par exemple. Ce qui permettrait justement d'éviter ce que Mme Bâtonnier évoquait, c'est-à-dire de passer systématiquement par un avocat, par un huissier, par des traductions, etc. Donc, des usines à gaz très compliquées à mettre en œuvre pour beaucoup de gens. Il ne faut pas oublier que les plateformes sont principalement américaines aujourd'hui. Et le principe, c'est quand même que les plateformes définissent les conditions de modération et ont des conditions générales qui prévoient que dans le cadre de mauvais comportements, on supprime, on bloque, régule. D'ailleurs, ils en ont fait application avec M. Trump. Donc, ils sont en mesure de le faire. La difficulté, c'est qu'on va opposer la liberté d'expression c'est le problème de la censure. Alors, il faut bien admettre qu'ils se font taper sur les doigts quand ils modèrent et quand ils ne modèrent pas. Donc, ils peuvent se retrouver dans une situation compliquée. D'où l'intérêt de bien définir ces dispositifs, ces niveaux ce que j'appelle ces niveaux de criticité qui doit conduire à une réaction. Et c'est vrai que je suis très favorable à ce que, encore une fois, pour régler les problèmes graves, les menaces de mort, l'appel au suicide, etc., on éradique les traitements algorithmiques pour favoriser des traitements humains. On ne peut pas laisser un algorithme décider, mais la modération est possible sur les réseaux sociaux. Donc, théoriquement, on devrait arriver sur ce terrain-là à faire la part des choses. Et les plateformes vous disent, on est prêt à lutter contre la haine. On est prêt à lutter contre les comportements déviants. Ensuite, on voit bien que dans le tout courant, tout est mis sur le même pied d'égalité. C'est toujours la même chose. Et sachant que là, on parle de modération. Donc, effectivement, on peut modérer plus ou moins des propos et des comptes. Mais par contre, la question de l'identification en cas de propos anonymes, ça, c'est vraiment notre sujet. Et dans ce cas-là, on est obligé de passer donc, par un avocat et par une procédure judiciaire ou par un dépôt de plainte en espérant que la police fasse son travail. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est vrai qu'on peut, pour résumer, peut-être facilement modérer, ou en tout cas en envoyant des courriers, etc., des propos qui posent difficulté. Par contre, vraiment, en cas de cyberharcèlement, par des gens anonymes, pour identifier, c'est beaucoup plus compliqué et ça passe forcément par une procédure judiciaire. Et c'est là qu'on en revient aux problématiques, notamment de coûts. Très bien. Une suivante. Qu'en est-il de la responsabilité, culpabilité des écoles, justement, lorsqu'elles n'interviennent pas et qu'elles sont au courant du cyberharcèlement? Le problème des écoles, c'est qu'elles ont un tri à faire aussi, parce que ce n'est pas facile. C'est-à-dire qu'entre ce qui relève réellement du cyberharcèlement, et encore, est-ce qu'on parle du cyberharcèlement dans le sens commun ou du cyberharcèlement au sens de la loi, c'est-à-dire vraiment avoir un élève qui psychologiquement est vraiment atteint, etc.
On a vu déjà que c'est compliqué et que ça peut être deux choses différentes. Et par ailleurs, l'école doit effectivement faire un tri. C'est-à-dire que entre l'étude, l'élève qui est de 6e, 5e, qui depuis 2 jours, effectivement, se fait plus ou moins insulter sur TikTok, mais au bout de 2 jours, tout est oublié et puis il n'y a plus rien et on est sur un événement très ponctuel. On peut comprendre que l'école n'est pas forcément non plus son mot à dire là-dedans, effectivement. Et donc l'école doit intervenir dans les cas les plus graves. Ce n'est pas forcément facile non plus, j'imagine, pour un directeur d'établissement ou pour un enseignant de s'immiscer ensuite dans la vie privée des élèves, qui restent très souvent en plus très réservés par rapport à tout ça. Donc envisager une responsabilité vraiment des enseignants ou d'un directeur d'école, ça me paraît quand même ça me paraît compliqué. En tout cas, il risque d'y avoir quelques manifestations si on part sur ce terrain-là, sur une évolution de la loi. Oui, c'est assez compliqué. Certains établissements se retranchent en disant c'est un problème privé, règlement de compte entre jeunes et on ne va pas intervenir. Donc là aussi, il y a tout un travail de sensibilisation des établissements. Oui, c'est sûr que c'est compliqué. Bon, votre question, c'est si l'école est informée. Vous savez, il faut transposer sur l'Internet la même logique que hors de l'Internet. Si un directeur d'école a connaissance au sein de son école d'un trafic de drogue, il doit intervenir. Il est obligé d'intervenir. S'il a connaissance du fait que ses élèves ont mis en place un dispositif, un réseau de harcèlement et que l'une des élèves est en situation de détresse et que ça se fait y compris pendant les heures de travail, mais peut-être aussi exclusivement, mais qu'il en a connaissance, il ne peut pas rester les bras croisés. Mais il va falloir établir qu'il en a eu connaissance. D'où l'intérêt du dispositif évoqué tout à l'heure d'alerte. Très bien. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut s'en arrêter là. Donc, mesdames, messieurs, il est temps de clôturer cette soirée d'échange et de partage très enrichissante sur le thème du cyberharcèlement. La team Actinuri souhaite remercier chaleureusement les 3 conférenciers présents ce soir, Maître Darrière, Maître Ferral-Schul et Madame Kemener, qui ont très gentiment répondu à notre invitation et ont pris le temps de nous éclairer sur ce vaste sujet. Un grand merci également à tous les participants qui ont écouté cette conférence ou qui l'écouteront en différé et qui l'ont rendue vivante par leurs questions. Nous espérons que l'événement était à la hauteur de vos attentes. Vous pouvez nous retrouver dès la semaine prochaine, précisément le mercredi 17 mars, pour une conférence sur le thème de l'indépendance et de l'impartialité des juges. Vendredi 19 se déroulera un colloque sur la fiscalité et le vin en partenariat avec les masters de droit des affaires et fiscalité de l'Université d'Orléans et le master droit de la vigne et du vin de l'Université de Bordeaux. Et viendra ensuite, jeudi 25 mars, une conférence sur l'impact de la crise sanitaire sur le monde des affaires. De nombreux projets sont également en préparation, donc n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram et sur notre chaîne YouTube où nous postons les vidéos de nos précédentes conférences. À très bientôt et encore merci à tous. Merci, bonsoir. Bonne soirée. Merci Bonne beaucoup soirée, à merci vous. beaucoup. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir, merci.